Bon, les deux autres questions portent sur des aspects très concrets de la logistique qu'on a déjà abordés, qui sont d'une part la logistique, les problématiques de la logistique urbaine. Donc Jonathan Sevan va évidemment à nouveau là-dessus nous faire part de son expertise. Et puis sur les ports, en tant que, ça c'est la quatrième et dernière question, en tant que lieu de la logistique par excellence, et qui ont besoin d'un hinterland pour pouvoir se développer à l'image de leurs grands concurrents étrangers. Alors, sur ces questions de logistique urbaine, bon, c'est une grande banalité de le dire, à l'heure de l'explosion du e-commerce, ça a été rappelé tout à l'heure. Est-ce que il y a eu des progrès ont été faits dans ce domaine-là? Est-ce qu'on peut dire que les collectivités commencent à prendre à mieux prendre en compte la nécessité d'organiser cette logistique pour ne pas se laisser déborder finalement par elle, hein, pour des raisons à la fois de dynamique territoriale et d'écologie? Et quels freins existent encore et comment les réduire? Donc voilà globalement les questions que je vous soumets sur ces problématiques spécifiques de logistique urbaine. Quelle est ta vision, Michel? Surtout que tu voulais, je crois, dire un mot sur la question précédente. Oui, non, je voulais simplement demander au directeur de Sogaris si son statut lui permettait pas quand même, et je crois que oui, de jouer un rôle d'innovation que d'autres acteurs du système ne jouent pas, car vous avez un patrimoine foncier splendide, vous pourriez le réaliser, on ferait d'immenses opérations immobilières à 6 km du périphérique avec le tramway à la porte, et puis si j'étais prologiste, je ferais ça. Mais vous êtes filiale de la ville de Paris et des départements, vous restez, vous jouez une fonction urbaine qui n'est pas seulement de rentabiliser cet actif considérable, et vous créez des espaces logistiques urbains innovants pour irriguer la ville à partir d'un site périurbain, etc. Donc je pense que vous n'êtes pas un acteur comme les autres et ça mérite d'être apprécié. Bon, Jonathan veut répondre peut-être tout de suite, oui, et en même temps à la question bien sûr. que je posais. Bien sûr. Je pense que la grande différence entre Sogaris et d'autres types d'acteurs, c'est simplement les temps, les horizons de temps dans lesquels nous calons nos investissements. Voilà. Pour le reste, alors c'est vrai qu'on n'est pas un fonds d'investissement, donc on n'escompte pas des taux de retour en 5 à 7 ans. Donc on est sur des durées qui sont plus importantes, clairement. C'est ce qui fait aussi le charme de notre statut parapublic. Pour autant, tous nos projets aujourd'hui sont construits avec un souci de rentabilité, je dirais même. On construit l'ensemble de notre développement à la manière d'une foncière traditionnelle. Pourquoi? Parce que ça a été dit tout à l'heure, le risque aujourd'hui en matière de logistique urbaine, c'est des super projets démonstrateurs qui, au fond, n'ont aucune capacité à pouvoir être répliqués derrière. Et la vraie problématique de la logistique urbaine, ce n'est pas 3 projets dont on sera très satisfait dans 20 ans, c'est la constitution d'un maillage territorial. C'est le réseau. De quel projet vous pensez? Vous pensez à des projets vous parlez pas des projets de logistique urbaine propre, type fluvial ou autre, c'est pas cela. Donc non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut les faire. Mais il faut les faire avec toujours l'idée de pouvoir les refaire, et les refaire, et les refaire. Et donc c'est ça le vrai sujet, c'est la réplicabilité à un moment donné de ces opérations-là, dans un contexte où le foncier est important. Au fond, ce que permet aujourd'hui l'actionnariat public de Sogaris, c'est de jouer le rôle de tiers de confiance avec nombre de collectivités locales qui connaissent mal la logistique, qui ont du mal à un moment donné à rentrer dans cette dynamique-là. Et donc, ben voilà, c'est sûr que c'est plus facile d'aller rencontrer les communes d'un département quand le département siège lui-même à votre conseil d'administration que lorsque vous êtes un pur privé. Voilà pour essayer de répondre à la question. Et donc, effectivement, l'innovation fait partie des sujets importants, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui innovation en matière de logistique urbaine? C'est un vrai sujet. Réhabiliter un parking, c'est en soi une innovation. Il n'y en a pas des masses aujourd'hui en France. À Paris, il y en a 2. Il y a la Concorde. Sous la Concorde, il y a Chronopost qui exploite, et puis il y a Sogaris, Beaugrenelle. Et puis on essaie d'en sortir 3.
Est-ce que c'est l'innovation? Je ne sais pas. Je vois qu'un acteur comme Cigro aujourd'hui, Cigro, investisseur international britannique, se positionne sur la réhabilitation d'espaces souterrains à Paris. J'ai la faiblesse de penser que, au fond, ce que nous appelions innovation il y a encore un an ne l'est plus aujourd'hui. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est un secteur qui avance très très vite. Alors peut-être revenir sur la question que vous posiez, donc sur la question de la logistique urbaine, donc qui, je le redis, reste très spécifique par rapport à cette question de la logistique. Deux choses. D'abord, peut-être préciser au fond ce que peuvent être les menaces, d'accord, qui peuvent entourer ce marché et cette problématique. Moi, j'en vois deux. Je constate aujourd'hui qu'en matière immobilière, vous avez trois grands acteurs très importants à l'échelle internationale qui, au fond, trustent l'ensemble des positions. Vous avez Prologis qui est américain, vous avez Cigro qui est britannique, et puis vous avez Logicor, anciennement Blackstone, passé sous pavillon chinois l'année dernière, à la faveur d'une opération financière extrêmement importante, où le portefeuille pan-européen de Logicor a été acheté par CIC, le fonds souverain chinois. Et ce n'est pas un mince sujet. Pourquoi? Sogaris, aujourd'hui, on peut être satisfait de se dire que même 50 ans après la création de la plateforme, au sud de Paris, ça reste dans le patrimoine parapublic. Et donc, on a une plateforme logistique juste à côté du marché d'intérêt national qui a permis, je dirais, de construire le développement d'une société, puis j'espère qu'elle ira très très loin, et donc de la positionner comme un des leaders de la logistique urbaine. Sogaris a été créé en même temps que sa sœur jumelle, Gare au Nord. Gare au Nord est passé sous pavillon chinois l'année dernière. Je pense que ça doit nous interpeller. Et donc le vrai sujet aujourd'hui, dans la problématique très stratégique qui est celle de l'approvisionnement des grandes villes, qu'elles soient nationales, qu'elles soient européennes, c'est la capacité que peut avoir notamment le gouvernement, que peut avoir l'État, à, je dirais, construire des positions qui ne soient pas entièrement aliénées par des investisseurs étrangers. La deuxième chose très importante, elle est corollaire à la première approche, c'est que vous avez la vision investisseur, vous avez la vision utilisateur. Tout le monde connaît aujourd'hui le modèle économique d'Amazon, qui est un modèle qui facture assez peu au fond, le coût du transport, pour ne pas dire pas du tout. La Poste est Amazon est le premier client de la Poste, dans un phénomène, vous le savez, de basculement depuis la lettre vers le colis, donc extrêmement important. Je pense qu'il est aussi essentiel que des acteurs comme Amazon ne viennent pas truster les positions les plus stratégiques autour des grandes villes, parce que on a vu comment ça s'est passé avec la banque postale américaine, enfin l'entreprise postale américaine. Le jour où Amazon décide de changer ses modes de faire, d'accord, qu'il s'agisse du transport de colis ou alors d'implantation logistique, c'est catastrophique pour les entreprises locales. Et donc, c'est aussi un travail qu'on sait pouvoir mener avec la Poste, notamment à la faveur d'opérations qu'on mène ensemble. Il faut que les utilisateurs aussi ne soient pas seuls en capacité de prendre les positions les plus stratégiques autour des grandes villes. Donc, en la matière, deux choses importantes, ce qui nous concerne, c'est d'abord, je l'ai dit, la capacité à pouvoir mailler un réseau de sites à l'échelle d'une agglomération, très important. Le faire à la fois avec ce qu'on appelle des grandes plateformes, mais aussi des hôtels logistiques, qui sont des bâtiments très urbains, qui reviennent en ville, qui, quand ils le peuvent, construisent de l'intermodalité, mais qui sont toujours conçus dans une logique, je le dis, de réplicabilité. Donc il faut pouvoir en faire 1, 2, 7, 43, pour pouvoir satisfaire à l'ensemble des besoins de l'agglomération, et puis à une échelle encore plus fine, des espaces de proximité qui sont vraiment ceux dédiés à la livraison du dernier kilomètre. Deuxième chose, je pense très importante, ça peut faire partie aussi des visions peut-être qui peuvent compléter la stratégie logistique de 2025, c'est notre capacité à pouvoir construire un champion national en matière d'immobilier logistique, qui à la fois prend des positions très stratégiques autour des grandes agglomérations, mais qui, je dirais même, élargit son spectre à ce que sont les positionnements stratégiques du fonctionnement des grandes villes. C'est évidemment les aéroports, c'est évidemment les grands sites d'approvisionnement. Il faut y travailler. Jean-Marc Solési, sur cette question de la logistique urbaine, quelle est votre analyse et votre perception de tout ce qui vient d'être dit d'une part, et en même temps des expériences qui ont été faites, dont on peut dire peut-être un mot de logistique urbaine propre
qui ont jusqu'à présent pas beaucoup bougé, pas été malheureusement suffisamment performantes. Il y en a qui ça continue, mais ça stagne un petit peu. Alors, si vous le permettez, moi j'aurais une vision plutôt optimiste. Je ne suis pas pessimiste. J'aurais une vision plutôt optimiste Oui. Des choses, et je mettrai en avant deux aspects. Le premier aspect, c'est la nécessité dans cette logistique urbaine de travailler au verdissement de la flotte. Et donc pour cela, on a mis en place notamment à l'Assemblée nationale, et ça a été voté à l'unanimité, un suramortissement. Dans un premier temps, prolonger le suramortissement pour l'achat de camions GNV électriques et hydrogène, et on a étendu ça aux véhicules, ce qu'on appelle les VUL, véhicules utilitaires légères de plus de 2,6 tonnes. Et donc ça, on va vers un amortissement de 20%. Donc ça, c'est essentiel lorsque l'on est un acteur de la logistique urbaine et qu'on souhaite justement verdir sa flotte. Il y a un deuxième sujet, et on en parlait tout à l'heure, c'est l'innovation. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de startups qui se développent, qui visent à justement optimiser notre logistique urbaine de manière à ce que nos véhicules soient beaucoup mieux chargés, pour que les rondes en ville, en fin de compte, tout le travail qui est réalisé en ville soit beaucoup mieux optimisé. Et donc, ce travail-là doit se faire en étroite collaboration, on en parlait tout à l'heure, entre le privé et le public. Et donc, il y a tout un enjeu autour de l'open data aussi, où l'ouverture des données va permettre de mettre en place cette optimisation-là. Mais une ouverture des données qui marchera, c'est une ouverture des données dans laquelle public et privé arriveront à avancer ensemble. Voilà les deux enjeux que je voulais mettre en place. Et la France, je le dis pour finir sur une vision optimiste, la France a les atouts pour devenir leader européen en matière d'innovation de logistique urbaine. Nathalie Mathieuzo, sur ce sujet de la logistique urbaine, vous avez, vous, une approche sur ce sujet-là, comme sur d'autres, plus systémique. Vous pensez qu'il ne faut pas il faut pas simplement mettre au point un projet, mais il faut l'intégrer dans une démarche réflexive qui intègre l'urbanisme et des aspects plus globaux. Oui, mais j'adhère complètement à l'idée de la mise en réseau. C'est aussi ça la vision systémique, c'est effectivement dépasser, enfin mettre en œuvre à la fois un verdissement et puis aussi des opérations sur le tout dernier kilomètre dans le quartier. C'est même pas la logistique en ville, mais c'est vraiment la logistique dans le quartier, mais remonter ensuite l'ensemble d'une chaîne qui va avoir des impacts en termes d'aménagement et de besoin d'optimisation, et donc de besoins de foncier, de sites, avec des sites plus ou moins grands et avec des fonctionnalités différentes, et je dirais presque qui remonte jusqu'à la dernière question de notre journée, qui est celle des ports, puisque cette logistique urbaine, elle se joue parfois dans les ports, parfois en Chine, parfois dans les zones de desserrement d'Île-de-France. Je sais que dans la salle, certains, en particulier Philippe Dion, pourront intervenir aussi sur ce sujet, mais moi ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce qu'on a vu et pour lequel vous nous avez invités sur le travail qu'on a fait pour le Grand Est, mais aussi celui qu'on fait pour le SRADET, en sortant un tout petit peu, mais pas totalement, de la question qui nous est posée, c'est que je crois que l'intérêt de ces documents de programmation, c'est aussi qu'ils intègrent la logistique urbaine et la logistique globalement le plus en amont possible des projets. On le voit à Paris avec le projet de Chapelle, enfin avec Chapelle, avec les sites de Réinventons la Seine, Réinventons la métropole. Mais demain, il va y avoir beaucoup de rénovations, à la fois en Île-de-France, mais partout en France, avec des écoquartiers, avec des rues piétonnes, avec des villes qui veulent être plus grandes, avec la redynamisation des centres-villes, des centres-bourgs. Et je crois que on a tout intérêt à intégrer la logistique très en amont, et cette logistique urbaine très en amont, pour ne pas avoir toujours à essayer de la raccrocher
à des projets qui ne l'ont pas pris en compte, ou dans une zone piétonne ou dans un écoquartier, on se demande ensuite comment on va pouvoir aller desservir les commerces de ces rues piétonnes ou de ces écoquartiers. Je crois qu'il y aura un intérêt à ce que la logistique soit prise en compte très en amont. Je pense que c'est pas le cas du tout pour l'instant. C'est pas le cas du tout. En tout cas, à Paris, on a un certain nombre d'exemples d'aménagements remarquables, hein, en particulier les aménagements de Réinventons la métropole. Je pense aussi à Chapelle, si tant est que le site en logistique prenne toute son ampleur, mais c'est pas le cas partout. Et puis, je crois aussi qu'une des innovations pour l'avenir, c'est que la logistique urbaine, ce ne soit pas que une logistique parisienne, lyonnaise ou marseillaise, mais qu'on ait aussi des réflexions de logistique urbaine dans des villes plus petites et où on prenne en compte, ces villes plus petites, elles vont être parfois concernées par des rénovations et qu'on prenne en compte la logistique, la marchandise très vite pour qu'on puisse avoir, par exemple, ces sites urbains dans ces écoquartiers et qu'on puisse les concevoir. Peut-être on aurait dû sans doute prendre la logistique beaucoup plus en amont, par exemple dans les projets du Grand Paris et les projets du métro du Grand Paris, ce qui aurait peut-être permis d'avoir de la logistique, alors qu'en la prenant en compte trop tard, eh bien on s'aperçoit que à la fois les rames, les stations, les quais n'ont pas été conçus pour faire de la logistique de manière optimale. Et c'est dommage pour le développement des innovations et d'une logistique urbaine qui se développe partout. Jonathan, vous confirmez. Ce que je vous propose peut-être, c'est de dire un mot sur Chapelle Internationale, qui a été lancé en juin dernier, hein, le 8 juin, de dire un peu où en sont les choses et quelles sont les perspectives. Et en même temps d'embrayer dans la foulée, puisque ces problématiques-là sont un peu liées avec celles des ports en tant que source d'approvisionnement logistique essentielle. Alors peut-être pour insister, moi je souscris à ce qui a été dit. Il faut penser la logistique très en amont, hein. Dans les projets d'aménagement, vous savez que dès le début, on pense les fluides, les réseaux. Il faut penser les flux de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut que la logistique soit le premier projet que l'on implante sur une opération d'aménagement de grande ampleur et non pas le dernier. Nous, on l'a vu sur Chapelle Internationale, c'est le premier projet de l'opération éponyme portée par SNCF Immo. C'est le cas aussi sur l'hôtel logistique qu'on développe à Bercy. On sera le premier projet de la future ZAC. C'est le cas aussi du projet qu'on développe à Vitry, où c'est cette fois un établissement public d'aménagement qui porte l'aménagement d'ensemble. Pourquoi c'est important de le mettre au début? C'est parce que c'est une surprise pour personne. En termes de charge foncière, la logistique est moins lucrative. Et donc, il faut que l'aménageur arrive à faire sa péréquation entre les différents acteurs, y compris d'ailleurs en obligeant la logistique à se positionner, je dirais, en cohabitation, en partenariat avec d'autres types d'actifs pour construire les péréquations nécessaires qui peuvent permettre de sortir la bonne charge foncière. Mais ça, vous le faites d'autant plus facilement que vous le faites au début de l'opération d'aménagement et pas à la fin. Alors, sur Chapelle Internationale, donc c'est un projet qui a été inauguré cette année. Peut-être deux mots sur ce qu'il est. Hein. C'est 45 000 m² au total, 30 000 m² de logistique urbaine sur 2 niveaux, 10 000 m² de bureaux, et puis un data center, l'agriculture urbaine sur le toit qui est en train d'être aménagé. Alors sur le projet logistique lui-même, puisque c'est la question, on a un site aujourd'hui qui est pleinement une réussite, c'est-à-dire que le sous-sol est entièrement loué. On est en train de commercialiser l'étage réservé au train à 2 niveaux. D'abord, en construisant la mutualisation en fait de l'espace entre 2 types d'activités, à la fois une activité de décharge des marchandises arrivant par le train, mais aussi une activité de messagerie urbaine plus standard. Et ce pourquoi? C'est parce que on en a fait notamment l'expérience sur le projet Bercy qu'on a remporté cette année. La mutualisation des espaces est un enjeu essentiel. Un enjeu essentiel, notamment avec le train, parce que ça permet évidemment de diminuer l'ensemble des charges qui pèsent sur l'exploitation ferroviaire. Et on a conclu pour le coup notre négociation sur l'installation de cet acteur en 2 mois sur un bail extrêmement important. Et donc on va très largement dépasser nos objectifs de rentabilité. Mais bon, c'est une surprise pour personne, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, la demande est extrêmement forte.
et des offres comme Chapelle, il y en a très peu. On a pu aller jusqu'à être encore plus exigeant sur les objectifs environnementaux que ce qu'on avait pu faire par le passé, puisque celui qui vient s'installer à l'étage ferroviaire, il fonctionnera 100% propre à compter de 2019. Il s'agit de qui? Je ne peux pas vous le dire, puisqu'on l'annoncera tout prochainement. Mais en tout cas, La on a concurrence a signé le commencé bail. à jouer. Hein? La concurrence a commencé à jouer dans la ferroviaire. Oui, alors sur ensuite la question du train, la question que vous posez. Donc, on est aujourd'hui en négociation avancée avec un chargeur. Le sujet du train, hein, pour être très clair, on a tous en tête, on se dit tous comme ça intuitivement, bah, le train ça va être beaucoup plus cher que la route. En fait, pas tant que ça. Aujourd'hui, Sogaris a travaillé avec ce chargeur à l'optimisation des différents jalons, si vous voulez, de la chaîne logistique, depuis l'approvisionnement de son entrepôt amont jusque en aval, l'acheminement des marchandises jusque dans ses magasins. Donc on est venu, si vous voulez, saucissonner la chaîne logistique et à chaque fois passer les appels d'offres nécessaires pour pouvoir venir optimiser les coûts. Le vrai sujet, il est plutôt ailleurs. Il est que d'abord, l'utilisation du train, c'est des investissements induits qui sont importants. D'accord ? Réactivation des ITE en amont, formation des équipes, c'est quelque chose de très très important. Réinvestissement aussi sur les systèmes d'information, parce que vous n'avez pas les mêmes systèmes d'information, le même système d'exploitation de données que quand vous êtes en logistique route-route. Vous avez aussi à reconstruire, je dirais, le lien industriel entre vos bases aval, que ce soit des magasins ou des entrepôts, et la base amont, parce que vous avez un sujet très important, notamment en matière de logistique urbaine, ce qu'on appelle le cut-off, c'est-à-dire la date la plus tardive à laquelle vous pouvez commander une marchandise un jour donné pour qu'elle puisse vous arriver le lendemain, d'accord ? Bon, bah, ils ont tous des systèmes de cut-off organisés suivant leur transport routier, enfin leur mode de transport routier. On passe à un transport ferroviaire, il faut repenser tout ça, d'accord ? Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, donc il faut pouvoir le faire précisément. Bon, puis après, il y a effectivement une négociation financière. On est un peu au-dessus du coût de la route, mais objectivement, on fera la démonstration que en passant par le train et en acheminant des marchandises en milieu urbain, ben, on sait à un moment donné positionner une offre économique compétitive. D'accord ? Bon, la négociation, elle est aujourd'hui en cours. J'espère qu'elle aboutira positivement. Et de toute manière, quand bien même ce ne serait pas le cas, le sujet de Chapelle, hein, c'est de pouvoir élargir le spectre. On est aujourd'hui donc plutôt sur un bassin d'approvisionnement qui est celui de l'Île-de-France. Mais l'étape d'après, c'est de fonctionner notamment avec la plateforme de Dourges, qui est une plateforme multimodale, à la manière dont on l'a fait d'ores et déjà, c'est-à-dire caler avec les chargeurs un certain nombre de tonnages de marchandises, si vous voulez, susceptibles de pouvoir être approvisionnés par le train. Donc on vient sécuriser les chargements et ensuite on vient interroger l'ensemble de la chaîne logistique. Donc on tombe exactement dans la démonstration que faisait tout à l'heure Michel Savy. On vient interroger l'ensemble de la chaîne logistique pour qu'elle soit en capacité de pouvoir optimiser un coût global, d'accord, qui soit, je dirais, bien en lien avec les attentes économiques des professionnels. Il y a des expériences étrangères qui ont fonctionné et qui vous servent un peu de guide dans cette démarche? Oui, tout à fait. Alors, il y a des expériences, hein, notamment en Suisse, d'accord, où vous avez le train qui fonctionne d'ores et déjà. Attention toutefois, on s'en rend bien compte, on revient sur d'ailleurs l'objet de votre deuxième question, c'est que comparaison n'est pas raison. Vous avez des systèmes d'organisation, notamment public-privé, qui sont assez différents. La Suisse, notamment, a des systèmes d'organisation de la grande distribution et de sa relation aux autorités urbaines, qui est assez différente du fonctionnement aujourd'hui de l'écosystème logistique, hein, avec, on l'a dit tout à l'heure, un écosystème privé qui a déjà lui-même beaucoup à faire pour essayer de se mettre d'accord avec lui-même, d'accord, et aligner les horizons de temps entre les divers acteurs, et puis une sphère publique qui est aujourd'hui très largement en aplomb, qui a une vision stratégique qui mérite d'être bien précisée et bien déclinée au niveau opérationnel. On n'a peut-être pas, je dirais, la même habitude de travail, d'accord, qu'on peut avoir typiquement en Suisse. Alors juste, j'en finis sur la question des ports. Hein. Me semble-t-il, la vraie question de l'amélioration du fonctionnement des flux de marchandises en ville, c'est trois choses. C'est un, l'organisation, on l'a dit. Deux, c'est la transformation des flottes de véhicules, ça a été dit avant moi, hein, et notamment comment on sait pouvoir, dans les baux que l'on concède au sein de nos bases, obliger les professionnels à passer à des véhicules propres. La troisième approche, c'est l'intermodalité. L'intermodalité,
elle n'est pas, on ne peut pas la faire fonctionner à n'importe, enfin, je veux dire, elle n'est pas adaptée pour n'importe quel type de marchandises. Le fleuve, on le sait, hein, c'est plutôt, on va plutôt être sur des tonnages importants, on va plutôt être sur des trajets aussi relativement importants. Le train, ça va être mine de rien des tonnages extrêmement importants. Hein. Un train de marchandises, c'est quasiment 30 camions. Donc trouver un chargeur qui a 30 camions de marchandises qui arrivent à Paris, typiquement en une journée, il n'y en a pas 50 en réalité. La question de l'intermodalité, la vision qu'on a en tout cas à Sogaris, c'est qu'il faut pouvoir la développer quand on peut. Donc on prend un maximum de mesures conservatoires pour pouvoir valoriser notamment par le fleuve, hein, le développement de ports urbains, de points d'ancrage qui permettent de décharger les marchandises directement depuis la Seine pour ensuite pouvoir les amener partout dans Paris. On a un projet notamment dans le 16e arrondissement de Paris sur lequel on travaille, dans le 13e. Et on le fait, je dirais, en bonne intelligence avec Ports de Paris qui, dans la vision aval en fait, hein, du transport de marchandises par le fleuve, a manifestement envie de relever le défi, voilà, d'une connexion à cette problématique de la logistique urbaine, je dirais encore plus efficace, parce que si je comprends bien leur discours, ça ne fait que renforcer la compétitivité de l'ensemble de la chaîne portuaire, depuis Le Havre jusqu'à Gennevilliers en passant par Bonneuil. Est-ce que les ports ont pris conscience, enfin ils ont certainement pris conscience, mais est-ce qu'ils travaillent avec vous justement de façon active pour que les débouchés des marchandises, que les flux s'effectuent correctement et que les... Vous avez l'expérience que tout le monde connaît bien ici. Dans l'intérêt de leur propre développement aussi. Vous avez l'expérience de Franprix, hein, que tout le monde connaît bien, qui opère sur le port de Bonneuil, dont on a souvent dit d'ailleurs que c'était une simple opération de communication. Moi, j'ai pas... Objectivement, je ne juge pas, je constate simplement que Franprix a augmenté ses tonnages cette année. Donc c'est qu'ils doivent trouver un intérêt industriel véritable à passer par le fleuve plutôt que de passer par la route. Après, le port de Gennevilliers, hein, pour le coup, développe un certain nombre d'opérations exemplaires, notamment avec nos amis de Sigro sur une messagerie qui vient accueillir TNT. Donc clairement, on voit que les acteurs portuaires utilisent leur positionnement, qui est une position absolument stratégique et idoine pour pouvoir faire passer ensuite des marchandises jusque dans les centres-villes, pour développer des projets à la fois innovants, mais je dirais même qui interpellent très largement l'ensemble des investisseurs intéressés à la logistique urbaine et à la logistique de la distribution. Michel, sur cette question des ports, quelle est ton analyse aussi sur ces connexions nécessaires entre les ports et les grands centres urbains? Je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent mieux la question, donc je serai très bref. Il y a deux sortes de ports. Il y a des hubs, des lieux où on échange des boîtes, elles viennent par la mer et repartent par la mer. Le rapport à l'Interland n'est pas la question principale. Gioia Tauro au sud de l'Italie, oui, ou Algeciras au sud de l'Espagne. Bon, nos ports prétendent être à la fois des hubs et des ports en liaison avec le continent français et au-delà de nos frontières. Et donc, dans ces conditions, l'efficacité d'un port, c'est pas seulement l'efficacité du site portuaire. C'est la qualité, l'efficacité, le coût de ces liaisons avec l'Interland, d'une part. Mais ça a été dit, mais de gros progrès sont à faire. Et parfois même, on fait l'investissement, puis ça marche quand même pas, parce que, semble-t-il, la desserte ferroviaire du Havre n'est pas ce que l'on pouvait espérer. Alors que Anvers, que Rotterdam, que Hambourg nous donnent autant d'exemples où le fleuve ou le rail joue des rôles bien plus importants que dans les ports français. Puis la deuxième idée, puis je m'arrête, parce que je crois qu'il faut qu'on ait le temps des questions, c'est que du coup, la question de la desserte des ports est bien sûr primordiale, mais devient aussi une question de transport intérieur en général, car les ports offrent justement les conditions de massification des trafics sur des distances relativement importantes, qui permettent de développer l'intermodalité, y compris pour des trafics qui ne sont pas maritimes. Et donc, il faut intégrer la desserte des ports dans une vision générale et jouer les cartes gagnantes. L'intermodalité d'entre zones d'économie dispersée et zones d'économie dispersée, c'est plus difficile à monter que quand on a une bonne grosse massification. Et justement, les ports sont le fond de trafic sur lequel on peut greffer en outre d'autres transports qui en bénéficient. Jean-Marc Solézy, sur cette question des ports, et vous êtes un élu de Marseille, enfin de cette région-là, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme analyse et comme exemple de bon fonctionnement ou fonctionnement à améliorer? Alors, encore une fois, moi je renvoie tout le temps à la loi d'orientation des mobilités, cette loi d'orientation des mobilités où on a dit effectivement
en introduction qu'elle était pas assez ambitieuse en matière de logistique, eh ben, moi je tiens à mettre en avant l'excellent travail qu'a réalisé le COI, présidé par Philippe Buron, qui met en avant la nécessité d'avoir des infrastructures adaptées à la logistique. Et donc je tiens à mettre en avant notamment sur mon territoire, dans les Bouches-du-Rhône, 3 projets. Le premier projet, c'est la ligne entre Fos et Salon de Provence qui sera doublée. C'est un enjeu effectivement pour le transport du quotidien de nos concitoyens, mais aussi pour relier correctement le port de Fos, c'est essentiel. Deuxième sujet, c'est l'extension du terminal, l'extension du terminal à conteneurs, qui c'est un projet de 25 millions d'euros sur le port de Marseille. On va pouvoir avoir un autre quai qui aura une longueur de plus de 243 mètres. Et donc ça va donner de nouveau une attractivité au territoire. Et puis enfin, un troisième projet qui est directement lié au site logistique du Canet, ce terminal multimodal pour un investissement de 60 millions d'euros à Mourpiane, qui va pouvoir encore une fois permettre à cette zone logistique d'avoir une véritable force d'attractivité pour être relié correctement à l'international. C'est un enjeu qui est essentiel parce que sur un territoire tel que celui des Bouches-du-Rhône, on n'est pas en concurrence avec le port du Havre. Soyons clairs, on est en concurrence en Méditerranée avec Gênes, avec Barcelone, et lorsque l'on va de l'autre côté de la Méditerranée, quand on voit à quel point notamment le port de Tanger se développe, eh bien, il y a urgence, et je crois que cette loi d'orientation des mobilités sur ce volet infrastructure donne les moyens à nos ports d'aller de l'avant. Sur le terminal multimodal, vous essayerez de faire mieux que Le Havre quand même, parce que ça n'a pas été d'emblée un grand succès. Je dirais les enseignements. C'est entendu. À ne pas commettre. C'est entendu. Bon, pour terminer, Nathalie Mathieuseau, bon, les ports ne sont pas forcément votre expertise principale, en tout cas à travers dans l'étude que vous avez faite, mais vous avez votre analyse d'experte sur ces sujets-là. Quelle est votre vision des choses? Oui, dans l'étude, les ports étaient néanmoins importants, puisqu'on a quand même beaucoup de ports fluviaux dans la région Grand Est, donc reliés aux ports maritimes, mais les ports maritimes n'étaient pas l'objet immédiat. Je crois d'abord, je voudrais juste redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour nous, la logistique urbaine et les ports maritimes ne sont pas si éloignés que ça, hein, et il y a bien une chaîne qui les relie, et c'est aussi une des réflexions qu'on mène sur la vallée de la Seine, et qui essaie de reconnecter d'ailleurs un peu cette logique maritime et puis cette logique urbaine. Ce que je voudrais dire aussi peut-être, c'est que ce que l'on voit et sur quoi on doit peut-être réfléchir, c'est le couplage des ports maritimes, mais aussi des ports fluviaux avec la logistique. On a dans certains cas des ports qui sont encore beaucoup des sites de transfert de la marchandise, hein, d'une logistique qui est certes portuaire, mais le couplage avec les fonctions logistiques, la capacité sur certains ports fluviaux, mais aussi sur certains ports maritimes, de préparer de la marchandise, d'avoir déjà des opérations logistiques beaucoup plus fines, et puis de coupler cette préparation sur des zones logistiques avec des possibilités multimodales qu'offrent les ports fluviaux avec le fluvial, mais aussi avec le ferroviaire, doit, je pense, nous